vous savez tous, nous savons tous que nous vivons une période de bouleversement géostratégique avec une montée des tensions et que la Méditerranée, le bassin méditerranéen au sens très large, avec le Moyen-Orient et tout ce qui entoure cette zone, est en quelque sorte un concentré de ces enjeux de stratégique et de ces tensions. Et il était important d'étudier quel était l'impact environnemental et de la transition énergétique sur ce bassin. Et, euh, et pour ce faire, nul mieux que Nicolas Mazzucchi pour nous écairer sur ce dossier. Il est chargé de recherche au sein de la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Il est responsable des domaines énergie et matières premières d'un côté et cyber de l'autre. Il est docteur en géographie économique. Il est qualifié aux fonctions de maître de conférences universitaire. Il est conseiller scientifique de Futurible International, bien connu, auditeur de la 25e promotion de l'école de guerre, ingénieur militaire de réserve. Il est professeur auprès de l'enseignement militaire supérieur. Il intervient à l'école de guerre, il intervient au CHEM, au Centre des hautes études militaires, qui forme les futurs officiers généraux des 3 armées et de la gendarmerie. Et Nicolas Mazzucchi a écrit plusieurs ouvrages. Il y en a un qui s'appelle Énergie, ressources, technologies et enjeux de pouvoir en 2017. On est vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui. Il est également co-auteur d'un autre livre qui s'appelle Gagner les cyberconflits. On est un petit peu dans un autre domaine. Voilà, le thème comme vous pouvez le voir, le thème de son intervention, c'est les transitions énergétiques en Méditerranée. Et je lui cède la parole. Et une fois encore, les questions seront posées par chat au fil de l'eau. Et donc, bien sûr, il y aura une partie questions-réponses à la fin de cette conférence. Monsieur Mazzucchi, à vous le micro. Merci beaucoup, Amiral. Oui, surtout n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer de ne pas faire une présentation qui soit au départ trop longue pour justement laisser la place aux questions. Donc j'ai intitulé ça les transitions énergétiques en Méditerranée parce que on a tendance à considérer la transition énergétique de notre point de vue européen, de notre point de vue français, comme étant un passage finalement d'un mode de production énergétique dominant fondé sur les hydrocarbures vers un mode de production énergétique dominant plutôt fondé sur l'électricité et avant tout sur les énergies renouvelables. Or, la situation, si on fait le tour du bassin méditerranéen, est finalement, j'allais dire, beaucoup plus complexe que ça. Je vais y revenir. Et par transition énergétique, j'aimerais justement qu'on considère ce terme comme étant un terme d'acception large, à savoir le passage d'un système énergétique dominant à un autre système énergétique dominant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand on regarde la Méditerranée, une fois de plus, je me place exclusivement sur le point de vue énergétique. Sur le point de vue énergétique, on a en fait l'existence historique, et qui perdure à l'heure actuelle, mais on verra qu'il y a des changements qui sont en cours, de 3 sous-régions. Quand on regarde la Méditerranée, on a une première sous-région qui est la sous-région nord-ouest, donc France, Italie, Espagne, globalement les pays de l'Union européenne, qui eux sont face à un besoin de transition rapide. Finalement, c'est la transition énergétique telle qu'on la pense et telle qu'on l'entend quand on utilise ce terme-là en France, c'est-à-dire sous-tendu par des réglementations européennes, sous-tendu par des objectifs climatiques très majoritairement. On avait le 3e paquet énergie-climat avec les objectifs à 2020, révisé avec les objectifs à 2030, et maintenant l'annonce avec le Green Deal de la volonté d'arriver à la neutralité carbone en 2050, sachant que ces réglementations de l'Union européenne, elles incluent aussi un développement des énergies renouvelables dans les mix énergétiques de ces pays-là. Donc finalement, c'est des pays qui ont, j'allais dire, une semi-autonomie quelque part sur leur politique énergétique, puisqu'au titre de l'Union européenne, la compétence énergie, c'est une compétence dite partagée, c'est-à-dire qu'elle est à la fois une responsabilité des États, mais aussi de l'Union européenne elle-même. Donc, on est, avec ces pays du nord-ouest de la Méditerranée, lancé, on verra qu'il y a des petites disparités, je vais y revenir entre les pays, justement dans cette transition énergétique, plutôt avec une forte électrification, même si c'était déjà le cas, un passage de plus en plus vers des énergies bas carbone très majoritairement renouvelables. Donc, voilà, une Europe méditerranéenne, appelons-la comme ça, qui présente, pour cette partie nord-ouest en tout cas,
une certaine forme d'unité. Après, on a une deuxième sous-région, qui est cette sous-région que moi j'appelle Sud-Ouest, ou on peut l'appeler Maghreb aussi, mais qui s'arrête à la Libye, donc qui inclut la Libye, mais qui n'inclut pas l'Égypte. Donc c'est bien quasiment une vision un peu anglo-saxonne de ce que serait l'Afrique du Nord. Avec véritablement, on le voit, on a une très forte frontière énergétique entre la Libye et l'Égypte, avec cette sous-région sud-ouest qui est marquée très majoritairement par les hydrocarbures, soit par l'exploitation directe des hydrocarbures, là on va plutôt être dans le cas de l'Algérie et de la Libye, soit par, on va dire, une rente associée au transit d'hydrocarbures, ça va être le cas de la Tunisie d'une part et du Maroc d'autre part, donc finalement, une sous-région qui a vécu et qui continue d'ailleurs à vivre sur cette question de la consommation, exportation d'hydrocarbures, qui fait d'ailleurs face à l'évolution de la demande de ses clients historiques, puisque là, pour le coup, on avait un premier vrai lien entre des sous-régions méditerranéennes, un vrai lien entre nord-ouest, sud-ouest, historique, c'est une relation énergétique très verticale, avec la plupart du temps ces pays d'Afrique du Nord qui agissent comme pays de transit, mais aussi de production, et donc de fourniture, favorisés par les pays du Nord-Ouest, France, Italie, Espagne. Donc ces pays d'Afrique du Nord sont eux-mêmes face à leurs propres besoins de transition. Alors on verra qu'il y a justement une acception qui est assez différente sur ce concept de transition entre les rives nord et sud, justement de la Méditerranée. Et la dernière sous-région, c'est la Méditerranée orientale. Alors Méditerranée orientale, que dans le domaine énergétique, je considère de manière assez large, c'est-à-dire prenant en compte les Balkans, la Grèce, la Turquie, Chypre, l'ensemble du Levant, mais aussi l'Égypte, qui historiquement, là aussi, on a une espèce de forme, j'allais dire, d'unité régionale avec beaucoup d'interconnexions. Il faut savoir que notamment les interconnexions électriques et gazières de l'Égypte, elles se font justement vers le Proche-Orient, plus que vers le reste de l'Afrique du Nord. Et donc, une forme, on va dire, globale d'unité, avec des pays qui, là aussi, vivent une transition énergétique qui n'est pas du tout la même que celle qui est vécue par les pays de la région nord-ouest, donc d'Europe occidentale, mais qui est plutôt une transition énergétique qui part de plus en plus vers le gaz, donc qui est originellement plutôt issu du pétrole, voire du charbon, selon que les États sont dotés ou non de ces ressources. On voit par exemple que pour la Grèce et la Turquie, on part vraiment beaucoup d'un mix très très charbon pour aller de plus en plus vers du gaz, et d'autant plus que, ça j'y reviendrai assez longuement, que c'est une région qui en fait se découvre depuis quelques années une région de ressources. Historiquement, en Méditerranée, la région de ressources, c'était l'Afrique du Nord-Maghreb. Aujourd'hui, la nouvelle région de ressources, en termes de développement, en termes de dynamique, mais aussi en termes d'enjeux et surtout en termes de problématiques géostratégiques, au-delà des simples questions économiques. Maintenant, c'est la Méditerranée orientale, ce qui a été extrêmement médiatisé depuis un certain nombre d'années, avec notamment le point de cristallisation actuel, qui est cette tension à 3, voire à 4, si on rajoute Israël dans l'équation, entre la Turquie, la Grèce et Chypre. Donc voilà un peu déjà, quand on fait un peu cette photo flash aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne. Alors quand on regarde un peu plus dans le détail, là on voit la structure de la demande énergétique de ces pays de la région nord-ouest, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont finalement qui se retrouvent un peu dans ces pays-là. On voit que c'est des mix qui restent relativement carbonés, avec des différences. Donc une différence majeure, par exemple, c'est l'acceptation ou non du nucléaire. En France, on voit que le nucléaire, c'est de très loin la première source de production d'électricité. Une source qui existe aussi en Espagne, qui est non négligeable, même si la position espagnole sur le nucléaire est un peu ambiguë parfois, alors qu'en Italie, absolument pas. L'Italie a un moratoire nucléaire depuis 1990, l'arrêt de ses dernières centrales, et donc avec une volonté finalement plutôt de se développer un peu sur le gaz, mais ce qui rejoint un peu ces trois pays-là, c'est véritablement le développement de ces énergies renouvelables, mais dont on voit qu'aujourd'hui, elles ne représentent qu'une part finalement relativement mineure de leur demande énergétique. Si on met l'hydroélectricité à part, qui la plupart du temps a été quelque chose de développé d'assez longue date, on pense notamment en France à tout le système de barrages au niveau des Alpes, au niveau des Pyrénées,
ou de la même manière en Italie, sont quand même des ouvrages relativement anciens. Donc les nouvelles implantations énergétiques, donc qui apparaissent en vert là sur les graphiques, donc les autres énergies renouvelables dites de nouvelle génération, majoritairement éolien et solaire, elles tendent à prendre de plus en plus de place, on le voit en Espagne notamment. Néanmoins, elles restent pour l'instant minoritaires, mais leur trend de développement fait qu'elles tendent de plus en plus à remplacer les hydrocarbures traditionnels, et notamment l'un des principaux hydrocarbures des échanges entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, qui est le gaz. D'ailleurs, si on passe justement un peu sur cette rive sud méditerranéenne, ce qu'on remarque quand on regarde par exemple la spécificité de l'Afrique du Nord par rapport au reste de l'Afrique, c'est véritablement le fait que donc cette Afrique du Nord maghrébine fonctionne sur deux piliers qui sont en réalité ces deux piliers de ressources naturelles qui sont historiquement avant tout le pétrole. L'Algérie a été, et la Libye d'ailleurs, ont été avant tout des producteurs de pétrole, et de plus en plus des pays producteurs de gaz. Et quand on regarde en fait la structure de la demande nord-africaine, on se rend compte, voilà, il y a un tout petit peu de charbon, ça c'est notamment le cas du Maroc, un petit peu d'énergie renouvelable, on y reviendra, mais surtout, véritablement, le pétrole et de plus en plus le gaz qui tendent à écraser absolument tout le reste. Donc vraiment, on est sur des pays, j'allais dire, qui sont un peu dans l'auto-alimentation. D'ailleurs, quand on regarde le camembert de la consommation énergétique de l'Algérie, on se rend compte que la consommation énergétique de l'Algérie, c'est du gaz et du pétrole et quasiment rien d'autre. Donc justement, à partir de là, va se poser la question, dans cette région d'Afrique du Nord, de comment est-ce qu'on pense cette transition, comment est-ce qu'on vit cette transition, sachant que justement la transition dans d'autres régions du monde, et dans d'autres régions de l'Afrique d'ailleurs, elle se fait là aussi avec un certain nombre de difficultés. Vous voyez, si on regarde un peu par exemple l'ensemble de l'Afrique, on voit qu'il n'y a pas d'unité du tout en Afrique, que ce soit entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique subsaharienne. Là, j'allais dire, c'est dessiné un petit peu à grands traits, mais il n'y a pas du tout d'unité par rapport à ça. Et donc, voilà, l'Afrique du Nord, pour résumer, c'est vraiment ces deux piliers. D'abord le pilier pétrole, et puis plus récemment, le pilier gaz. D'ailleurs, historiquement, un peu ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que on a un système qui était pensé avant tout sur de l'exportation. L'Algérie, plus ou moins au centre du jeu, notamment par ses capacités de production développées dès la fin des années 60 et qui ne cessent de se développer depuis, avec un petit bémol justement sur les dernières années. L'Algérie, dont l'ambition historique demeure, et d'ailleurs a été depuis assez longtemps, de centraliser ces hydrocarbures d'Afrique du Nord pour ensuite les réexporter. Alors, les réexporter de deux manières, soit les réexporter via gazoduc, oléoduc. Donc aujourd'hui, si on regarde plutôt le gaz, puisque la structure d'exportation de l'Algérie aujourd'hui, c'est beaucoup plus du gaz que du pétrole d'ailleurs, du gazoduc soit vers l'Espagne de manière directe ou au travers du Maroc, ce qui permet d'ailleurs quelque part d'apaiser d'une certaine manière les relations entre le Maroc et l'Algérie qui connaissent un certain nombre de tensions. Mais finalement, le Maroc est quand même content d'avoir une partie de la rente, on va dire, gazière algérienne qui, sous forme de taxes, traverse son territoire, donc vers l'Espagne, et vers l'Italie de l'autre côté, on a le système qui passe par la Tunisie, qui est le grand gazoduc Enrico Mattei, qui est véritablement l'artère gazière d'alimentation de l'Italie, avec la volonté de développer depuis quelques années un tuyau qui, lui, soit un tuyau à moitié offshore, qui ne passe pas par le territoire tunisien, mais qui au contraire passe par la Sardaigne pour arriver en Toscane. Et ce qu'on voit, c'est que ça s'interconnecte aussi d'une certaine manière avec le Green Stream, qui est donc le tuyau qui permet d'alimenter l'Italie depuis la Libye. Vous voyez, il y a une forme d'interconnexion globale de cette zone du Maghreb qui positionne véritablement l'Algérie comme étant le grand acteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie exporte aussi en partie par gaz naturel liquéfié, notamment vers la France. Donc la partie d'exportation de GNL de l'Algérie, c'est majoritairement la France. Alors il y a un certain nombre d'autres pays, par exemple comme la Turquie, mais ce sont finalement des récipiendaires mineurs par rapport justement à cette relation historique, on peut dire Algérie-Europe, mais plus largement finalement Maghreb-Europe,
avec la volonté qui avait été affirmée par l'Algérie de continuer à développer de plus en plus son infrastructure gazière d'exportation et ses capacités d'ailleurs de production gazière. On le voit avec le GALCI, donc le gazoduc dont j'ai déjà parlé, qui doit traverser la Sardaigne pour arriver jusqu'en Toscane, mais aussi alors un projet beaucoup plus pharaonique et j'allais dire beaucoup plus sur lequel il faut être beaucoup plus prudent quant à sa réalisation, qui est quand même finalement, quand on regarde la situation à la fois économique et à la fois stratégique, très ambiguë, c'est le tuyau que vous avez sur la carte de droite qui part vers le bas en jaune, qui est le TSGP, le Trans-Saharan Gas Pipeline, qui est une volonté de la part de l'Algérie de développer un gazoduc qui n'est pas panafricain, mais en tout cas qui relierait, s'il voyait le jour, l'Algérie jusqu'au Nigeria pour permettre de rapatrier le gaz produit au Nigeria jusqu'en Méditerranée pour en fait limiter le trajet d'exportation de ce gaz se faisant par gaz naturel liquéfié, puisque le gaz par gazoduc étant entre à peu près 2,5 fois et 4 fois moins cher que du gaz naturel liquéfié, le but étant de faire le moins de trajets possible, voire, si possible d'ailleurs, pas du tout de trajet par bateau. Et donc l'Algérie essaye de se positionner, ou essayer plus ou moins, puisque le projet du TSGP, il date de la toute fin des années 2000, tout début des années 2010, donc avant la grande crise du cours des matières premières et notamment du pétrole. L'Algérie avait vraiment, continue un peu à avoir cette ambition d'être le hub gazier non seulement du Maghreb, ce qu'elle est déjà plus ou moins, mais aussi de l'ensemble quasiment de l'Afrique de l'Ouest, avec justement cette idée de centraliser sur le territoire pour redistribuer vers les clients. Quelque part, quand on lit un peu cette stratégie, c'est une tentative de rejouer un peu ce que la Russie a fait historiquement avec les hydrocarbures d'Asie centrale, puisque quand on regarde la manière dont a été structuré, notamment à l'époque soviétique, le réseau gazoduc, oléoduc de l'URSS, c'est véritablement toutes les ressources remontent vers le territoire de la Russie, et après c'est la Russie qui redistribue. L'Algérie a essayé, et essaye d'ailleurs toujours un petit peu de se positionner finalement dans cette optique-là. La question étant, est-ce que réellement, aujourd'hui, l'Algérie peut se trouver dans une situation intéressante par rapport à ça, étant donné que les clients traditionnels, justement, de l'Algérie, sont de plus en plus en train d'essayer de limiter leur consommation d'hydrocarbures, d'une part, donc de gaz, et deuxièmement, que ce gaz algérien va être de plus en plus mis en concurrence avec d'autres gaz méditerranéens, donc notamment gaz de Méditerranée orientale, mais ça je vais en parler un petit peu plus tard. Donc la question c'est de se dire est-ce que l'Algérie finalement va réussir à gagner son pari, sachant que ça c'est un pari international, un pari export, mais il faut aussi voir quelle est la situation nationale et la situation justement de consommation de l'Algérie, ça on va y revenir aussi. L'Algérie consomme de plus en plus de ses propres hydrocarbures, donc finalement le volume qui est disponible à l'exportation est limité. Si les clients achètent moins, des volumes plus limités, moins de rentrée d'argent, donc potentiellement des problèmes de rentabilité, potentiellement des problèmes sociaux, ce qu'on a déjà vu se produire en Algérie à l'occasion des printemps arabes, mais aussi ces dernières années sur la question de la crise des cours des hydrocarbures, notamment avec la pression que l'Arabie saoudite a effectuée sur les autres producteurs OPEP, et où l'Algérie était d'ailleurs l'une des principales cibles de l'Arabie saoudite. Et donc, j'en viens à cette troisième région, pour faire là aussi un petit peu la photo de la troisième région. Mais là, je m'étendrai un peu plus sur la situation prospective plus que sur la situation actuelle. Quand on regarde un peu la structure aujourd'hui de cette région, donc je vous ai mis le graphique de consommation énergétique de la Turquie. À l'heure actuelle, bon, on voit qu'il y a eu un petit décrochage entre 2017 et 2019, ça c'est pour des raisons finalement de santé, on va dire un peu chancelante de l'économie turque. Mais surtout, ce qu'on peut en tirer, c'est une croissance forte déjà de la consommation énergétique, et on est globalement sur des pays dans cette région de Méditerranée orientale dont la consommation énergétique tend à croître de manière assez importante, notamment c'est le cas pour la Turquie, mais aussi pour l'Égypte, avec un développement économique, avec un développement de la population, donc un véritable besoin de penser à la fois son accès à l'énergie, mais aussi et surtout
c'est notamment le cas de la Turquie, sa propre sécurité énergétique, et en corollaire de ça, une nécessité de diminuer la part du charbon, qui historiquement était quand même très importante dans le mix énergétique turc, notamment dans le mix électrique en particulier, avec une volonté de remplacer ça progressivement par du gaz. Alors ça a un peu diminué ces dernières années pour une raison simple, c'est qu'à l'heure actuelle, en termes de sécurité énergétique, le charbon présente un énorme avantage pour la Turquie, c'est que le charbon est produit en Turquie. Donc ça permet en fait de ne pas avoir recours à des ressources extérieures qui ne sont pas maîtrisées par le gouvernement turc. Donc ça permet justement là aussi d'assurer une forme de sécurité énergétique plus importante. Et cette obsession un peu de la sécurité énergétique, et en tout cas de la moindre dépendance énergétique, elle est au cœur de la vision stratégique de l'énergie en Turquie, ce qui fait que pour la Turquie, au-delà d'une transition énergétique, c'est-à-dire au-delà du remplacement d'une source d'énergie par l'autre, ce qu'il faut aussi considérer véritablement, c'est la question du remplacement d'une source contrôlée par une autre. La part du charbon, c'est une source contrôlée. Donc, se dire demain, ou d'ailleurs aujourd'hui, la Turquie a une action à la fois diplomatique, mais aussi militaire, mais aussi sur la scène internationale, extrêmement forte et extrêmement affirmative vis-à-vis des ressources qu'elle estime être les siennes, ou qu'elle estime devoir lui être rétrocédées, doit se lire au travers de ce prisme et de cette volonté absolue d'assurer sa sécurité énergétique par rapport à des ressources qui, pour l'instant, à part le charbon, ne sont pas des ressources maîtrisées. Alors, quand on regarde un peu l'infrastructure sur la carte de droite, ce dont on se rend compte, c'est qu'historiquement, on a une forme un peu, j'allais dire, d'unité, ou tout au moins de solidarité qui s'établit entre les pays du Proche-Orient, avec notamment cette espèce de grand gazoduc qui s'étend jusqu'en Syrie et quasiment jusqu'à la frontière turque depuis l'Égypte, qui s'appelle l'Arab Gas Pipeline, et qui a été un peu, j'allais dire, l'artère principale gazière de toute cette région proche-orientale, et qui a servi d'ailleurs partiellement aussi historiquement à alimenter Israël. Et toute la question a été de regarder aussi comment cette solidarité régionale au travers du gaz et un petit peu au travers du pétrole a été mise à mal par un certain nombre d'événements. Alors, le premier événement, bien entendu, ça a été les printemps arabes. Et le deuxième événement, ça a été la guerre en Syrie, qui là aussi a, j'allais dire, cassé un peu cette dynamique d'intégration sous-régionale pour laisser place, depuis quelques années, à une collection de politiques nationales qui sont d'ailleurs relativement cohérentes les unes par rapport aux autres, qui sont de dire nous avons besoin de nous centrer sur des ressources qui sont contrôlables, finalement c'est quelque part un peu la même politique que celle qu'on trouve au niveau de la Turquie, et les ressources contrôlables de la région par la plupart des États, il se trouve que depuis le début, enfin plutôt la fin des années 2000, ça a été, et c'est toujours, et normalement, on ne fait pas trop de futurologie, mais normalement ce sera aussi véritablement le gaz, grâce aux découvertes qui ont été faites dans le bassin levantin. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde aussi très fortement ces transitions? C'est parce que ces transitions, une fois de plus, elles doivent se lire aussi au-delà de la question stratégique, de la question économique, de l'exportation, de la question de la rentabilité de finalement du développement de telle ou telle source d'énergie dans l'évolution des sociétés. Là, j'ai fait un petit focus justement sur cette Afrique du Nord méditerranéenne parce que c'est extrêmement intéressant de regarder comment et pourquoi la transition énergétique des pays du Maghreb, elle est à la fois dépendante de la question des ressources, bien entendu, et donc de la qualité et du volume de ressources qui peut être extrait, mais aussi de la propre situation sociale de ces pays-là. Quand on regarde la situation de l'Afrique du Nord par rapport au reste du continent africain,
sur le taux de connexion électrique, l'Afrique du Nord s'en sort beaucoup mieux. On a un taux de connexion électrique global du continent africain qui est en dessous des 50%. En Afrique du Nord, on dépasse les 75%. Bon, en Europe, on est quasiment à 100%. Au Proche-Orient, on a des situations contrastées, mais on est là aussi largement au-delà des 80%. Donc, on peut dire, a priori, il n'y a pas de problème d'électrification, donc il n'y a pas de problème de demande électrique supplémentaire qui amènerait à forcer les transitions. Or, la réalité est relativement différente parce qu'on a des développements de population, à la fois en termes de quantité et à la fois en termes, j'allais dire, de qualité ou tout au moins d'évolution socio-économique des populations, qui font que justement, il faut repenser les systèmes énergétiques d'une manière assez différente dans un certain nombre de pays, à la fois sur le creusement de la fracture entre l'urbain et le rural. Donc là, j'ai regardé, par exemple, ça, ce sont les taux globaux pour l'Afrique du Nord. On se rend compte, par exemple, le taux global de climatiseurs, c'est 235 pour 1000 en urbain, c'est 58 pour 1000 en rural. Le nombre de voitures, 147 pour 1000 face à 57 pour 1000, etc., etc. Donc on a vraiment une différenciation qualitative qui s'opère. Et qui dit différenciation qualitative et donc montée en, j'allais dire, monter en richesse et monter en développement socio-économique dans le tissu urbain, veut dire là aussi mécaniquement augmentation de la consommation électrique par rapport aux autres consommations énergétiques. Parce que justement, qui dit climatiseur, qui dit accès à l'internet, qui dit ordinateur, smartphone, tablette, etc., dit demande électrique. Donc, on a une évolution, j'allais dire, de la qualité de la demande énergétique qui de plus en plus s'oriente vers une demande énergétique électrique et de moins en moins vers une demande énergétique, on va dire, plus globale, où là, on avait beaucoup recours à pétrole-charbon. Bon, si vous faites de la demande électrique, on peut faire pétrole-charbon, mais c'est beaucoup moins intéressant. Ça explique aussi pourquoi, d'ailleurs, on a un tel développement de la demande gazière dans ces pays-là, parce que c'est du gaz destiné à de la production électrique. Dans le même temps, si on regarde aussi globalement sur les populations, on a un accroissement naturel positif, voire très fortement positif dans un certain nombre de pays, qui se combine avec une stagnation de la production d'hydrocarbures, une quasi-stagnation de la production d'hydrocarbures, ce qui fait que finalement, la transition énergétique, quelque part, elle s'impose à ces pays. Alors certains l'anticipent, tout au moins l'accompagnent mieux que d'autres. Souvent, le Maroc est présenté dans la région comme un exemple, et effectivement, on voit sur les dernières années un développement assez fort des énergies dites renouvelables de nouvelle génération. Néanmoins, ce qui est important de voir, c'est que l'évolution de la consommation et l'évolution de la demande au Maroc depuis les années 90 est telle que, de toute façon, c'est le charbon qui domine toujours et qui d'ailleurs risque de dominer pendant un certain temps. Donc même si le Maroc est effectivement un modèle et un modèle assez intéressant pour la transition énergétique, du fait que lui-même n'a quasiment pas de ressources naturelles hydrocarbures sur son propre territoire, il y a véritablement cette question de comment est-ce qu'on pense cette transition qui s'impose à nous. Donc on voit bien que par exemple la différence entre l'Union européenne, où finalement c'est une transition qui est une transition plutôt d'essence politique, un petit peu politico-économique, mais surtout politique, alors que au Maghreb, c'est une transition qui, au contraire, est plutôt une transition qui se fait sous la pression des événements et sous la pression de l'évolution, j'allais dire, de la société et des demandes de la société, de la composition socio-économique des populations, sont relativement différentes, avec des dynamiques qui là aussi sont très différentes. Quelque part, c'est désiré, un peu l'Europe, et plutôt subi. Là, c'est plutôt l'Afrique du Nord. Alors la question, c'est de se poser la question à se poser, pardon, justement dans ce domaine-là, c'est de savoir est-ce que on peut considérer le gaz comme une énergie de transition. La réponse est globalement partout oui, y compris en Europe. Quand vous regardez, tout dépend une fois de plus de la situation d'où on part. Si on prend par exemple un pays comme la France, le gaz sera très difficilement une énergie de transition dans le sens où on a déjà un mix énergétique qui finalement est globalement, si on prend par rapport aux pays de même niveau de développement, peu, voire très peu carboné. Par contre, et ça a été noté, et plus que noté d'ailleurs, par le Parlement européen, puisque le Parlement européen a amendé récemment les conditions d'accès
au fond pour la transition juste. À partir du moment où c'est pour sortir de systèmes de production électrique au charbon, le gaz est éligible au Fonds européen de transition juste, donc ça sous-entend que le gaz est considéré comme une énergie de transition. Donc sur des pays qui sont très majoritairement soit sur des modèles très fortement pétroliers, soit pour un certain nombre d'entre eux, c'est le cas de la Turquie, sur des modèles qui sont très fortement charbonnés, le gaz justement présente un vrai intérêt de transition, un vrai intérêt justement dans cette optique de l'évolution vers un système moins carboné. Alors, à partir du moment où on va considérer que on est sur une énergie de transition pour une très grande majorité des pays de la zone méditerranéenne, l'idée est aussi de voir, mais est-ce que les ressources actuelles ou est-ce que la production actuelle est capable de venir, j'allais dire, alimenter justement ces transitions, de venir proposer un gaz qui soit suffisamment abondant sur le marché pour être à des prix qui soient intéressants et donc permettre aux producteurs de gaz, qu'ils soient actuels ou putatifs, d'avoir des ressources importantes. Alors là, la question, c'est justement de regarder un peu cette production gazière actuelle. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans cette zone méditerranéenne, on a véritablement, pour l'instant, deux pays qui se détachent. L'Algérie, d'une part, avec une production qui a connu euh, une petite augmentation, mais qui maintenant est un petit peu en diminution, et l'Égypte, d'autre part, qui, après un passage à vide assez important, voit sa production un peu redécoller, notamment grâce aux perspectives offertes par le champ de Zohr qui a été découvert en 2015. Les autres pays, vous voyez, que ce soit la Libye, eu égard à ce qui se passe en Libye depuis 2011, voire avant, la production gazière n'était pas non plus extrêmement brillante en Libye. L'Italie, qui a toujours été un pays de faible production d'hydrocarbures, mais néanmoins de production. La Syrie, où là, on est là aussi sur une diminution assez forte, même si la Syrie n'a jamais été non plus un grand pays producteur et exportateur d'hydrocarbures. On se rend compte que globalement, la situation de la production gazière, tout au moins à l'heure actuelle, tend à être à peu près globalement une stagnation, éventuellement une légère augmentation, mais finalement quelque chose qui n'est pas comme dans d'autres régions du monde, quelque chose de très fortement croissant. D'ailleurs, cette production doit être corrélée à la consommation. Alors, je suis désolé, le graphique est un peu complexe à lire. J'ai essayé de mettre des couleurs qui étaient à peu près les mêmes pour l'ensemble des sous-régions, de mettre plutôt le nord-ouest, donc l'Union européenne, dans les tons rouges, l'Algérie en bleu et les autres plutôt dans les tons de vert. Là, on voit que justement, on est sur une évolution qui est assez contrastée, puisque les pays globalement de l'Union européenne, donc les pays de la région nord-ouest, tendent à diminuer leur consommation gazière, même si c'est pas forcément toujours aussi clair. On le voit notamment par rapport à l'Espagne, voire par rapport à l'Italie où ça remonte un peu, pour une raison simple, c'est que le gaz est une énergie qui est relativement bon marché si on la compare avec des modes de production électrique qui sont plus coûteux comme le sont par exemple le solaire photovoltaïque, voire certains types d'éolien. Donc, en période de difficulté économique, on a tendance à se retourner vers des modèles de production qui sont des modèles de production moins coûteux comme le gaz, mais globalement, on est un peu sur une diminution. Alors qu'au contraire, dans les autres régions méditerranéennes, on est clairement sur une augmentation. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir l'Algérie. Comme je disais, l'Algérie consomme de plus en plus de son propre gaz. Donc, qui dit consommation de plus en plus de son propre gaz avec une production qui est soit stagnante, soit très légèrement croissante, veut dire moins de volume disponible à l'exportation. Donc, apparaît là finalement une fracture potentielle entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, qui est due à la fois à la volonté des pays du Nord de autant que faire se peut, se passer du gaz, mais on voit que c'est pas si simple que ça, mais surtout des pays du Sud de consommer de plus en plus de leur propre gaz. Donc là où on avait véritablement une structure d'échange historiquement très développée, qui d'ailleurs n'a pas cessé de se développer ces dernières années, de plus en plus on risque de faire face, tout au moins si on se fonde sur cette question gazière, à un éloignement des rives nord et des rives sud. Sachant qu'au contraire, là, pour le coup, si on regarde la Méditerranée orientale, là, le gaz semble justement, et d'ailleurs c'est le cas, être l'énergie de transition par essence, puisque
augmentation de la consommation gazière dans la quasi-totalité des pays, mais qui va aussi justement là avec une augmentation des découvertes gazières. Donc finalement, une zone de Méditerranée orientale qui historiquement a plutôt été non pas forcément une zone oubliée, pas un territoire oublié du monde de l'énergie, puisqu'il n'y a, a pas de territoire oublié, mais on va dire un territoire mineur, et qui tend ces dernières années, donc qui tend en fait en réalité à partir du début de la décennie de 2010, à devenir un territoire qui est de plus en plus intéressant, à la fois sur la consommation, mais aussi et surtout depuis quelque temps sur la question de la production, puisque c'est là que vont advenir finalement un certain nombre de grandes évolutions stratégiques liées à ce domaine de l'énergie. Néanmoins, et on les oublie souvent, et donc j'essaie d'éviter cette erreur-là, il faut aussi prendre en compte dans cette équation, alors plutôt de Méditerranée orientale, parce qu'on va voir qu'il y a un lien plutôt spécifique avec la zone orientale, la question des Balkans, alors c'est pas les Balkans orientaux, j'ai fait une erreur sur mon graphique, ce sont les Balkans occidentaux, la question des Balkans occidentaux, dont la consommation ne cesse de se développer. Alors je sais, c'est pas forcément hyper visible parce que j'ai fait un graphique en échelle logarithmique, puisque sinon la consommation de la Serbie écrasait celle de tous les autres. Néanmoins, on a une vraie croissance de la consommation et de la demande gazière de ces pays-là, qui doit donc être soutenue par une production et par un système infrastructurel qui, pour l'instant, est balbutiant, qui existe dans certains pays. On a historiquement, pour la plupart de ces pays-là, notamment pour la Serbie, plutôt des attaches avec la Russie. Et donc, un certain nombre de pays des Balkans occidentaux, alors là j'ai mis ceux qui sont hors UE, mais il faut aussi penser aux pays intra-UE, notamment la Croatie, une véritable appétence pour le développement de relations méditerranéennes, et en particulier, alors ça va être le cas de la Bosnie-Herzégovine et de l'Albanie notamment, un développement très fort de relations avec le pays, ou l'un des pays tout au moins, qui tente à s'imposer comme étant le nouvel acteur majeur des relations gazières méditerranéennes, qui est la Turquie. Donc cette question des Balkans occidentaux, elle est vraiment à garder en toile de fond, même si ce sont des consommateurs mineurs, ils peuvent néanmoins aboutir à faire pencher certains équilibres parce que ce sont des consommateurs dont la structure en fait de demande fait qu'ils deviennent de plus en plus intéressés par le gaz, y compris pour des pays comme la Bosnie-Herzégovine qui jusqu'en 2014 n'en consommait pas, parce que là aussi, on est face à des transitions, hein, c'est globalement le modèle de transition dont j'ai parlé pour la zone de Méditerranée orientale, hors du charbon. Hein, ces pays-là sont des pays qui sont signataires de ce qu'on appelle l'Union énergétique du Sud-Est européen, c'est-à-dire qu'ils ont fait librement le choix d'aligner leur réglementation énergétique avec celle de l'Union européenne, même s'ils n'en font pas partie. Donc ça veut dire qu'ils sont astreints, hein, par ricochet, aux objectifs énergétiques et climatiques de l'Union européenne, donc une volonté et une nécessité, hein, parce que c'est un peu imposé par le haut, là, pour le coup, de sortir du charbon pour aller vers autre chose, et le autre chose, dans la plupart de ces pays, l'Albanie est un cas un petit peu à part, ce sera le gaz. Mais justement, arrivons sur cette question qui, je pense, est finalement celle qui s'impose un petit peu à tout le monde quand on va regarder aujourd'hui les questions énergétiques en Méditerranée et en particulier en Méditerranée orientale, c'est cette question justement des tensions qui existent sur les nouveaux gisements gaziers. Alors quand on refait un tout petit peu d'histoire, on se rend compte que, histoire très récente d'ailleurs, on se rend compte que tout ça commence avec la volonté d'Israël de devenir le moins dépendant possible à ses voisins, alors que ce soit l'Égypte ou les autres, hein, d'ailleurs, à cause d'un certain nombre de tensions et à cause d'un certain nombre de craintes sur la rupture potentielle de conduite transnationale, hein, la peur notamment des attaques du Hezbollah, et donc la volonté de développer le patrimoine maritime israélien, et des campagnes d'exploration-production sont lancées à partir du début des années 2000, qui vont aboutir d'abord à la découverte du champ de Tamar en 2006, donc qui est déjà un champ très intéressant. On pousse un petit peu plus loin dans la zone économique exclusive, 2009, découverte du champ de Léviathan, et c'est véritablement à partir de la découverte de Léviathan en 2009 que cette question du bassin levantin comme étant une véritable zone d'intérêt stratégique gazier se pose, ce qui va amener un certain nombre d'autres acteurs
à lancer ou relancer des campagnes d'exploration-production très fortes. Notamment, c'est le cas de Chypre et c'est le cas de l'Égypte. Chypre, qui va justement lancer une campagne d'exploration-production au niveau de ce qui est aujourd'hui le bloc 12, c'est-à-dire la limite en fait de la zone économique exclusive avec Israël, découverte en 2011 du champ d'Aphrodite, qui est un champ un petit peu plus petit que Léviathan, mais qui pour Chypre est un champ absolument fondamental parce qu'il change la nature de l'économie chypriote d'une économie importatrice d'hydrocarbures en économie potentiellement exportatrice d'hydrocarbures. 2015, donc là on ne le voit pas sur la carte, découverte au large de l'Égypte, un petit peu justement dans cette zone levantine, du champ gazier de Zohr. Et donc à partir de là, tout le monde comprend bien que ce bassin levantin est véritablement une zone de richesse potentielle extrêmement forte, ce qui amène Chypre à émettre une série d'appels d'offres pour en tout une douzaine de blocs d'exploration-production. Israël qui continue à se développer, le Liban, lui aussi, émet des appels d'offres, et donc finalement, tout le monde se lance un peu dans cette course-là. Seulement, le problème, c'est que on est véritablement là sur, j'allais dire, un rôle un peu stratégique de l'énergie dans les questions internationales, qui est non pas le rôle de déclencheur de conflit, il n'y a jamais eu de conflit pour l'énergie, tout au moins où l'énergie soit le centre nerveux du conflit, mais l'énergie est un très bon catalyseur de conflit. Et là, on le voit très bien sur deux choses. Alors, une dont on parle beaucoup, et où je vais m'étendre un peu plus, qui est la relation entre Chypre et la Turquie, mais aussi, on en parle finalement relativement peu, mais ça pourrait être là aussi un véritable problème dans cette région-là, qui est la relation entre le Liban et Israël. Entre le Liban et Israël, vous voyez sur la carte de droite, aimablement récupérée chez The Economist, qu'il y a finalement un problème sur la définition de la limite de la frontière maritime, puisque Israël réclame une partie que le Liban réclame lui aussi, sauf que et Israël et le Liban ont accordé des permis d'exploration-production au même endroit. Alors pour l'instant, rien n'a été fait, rien n'a été trouvé, mais on peut se demander ce qui se passerait si un acteur agissant au titre d'un permis libanais ou un acteur agissant au titre d'un permis israélien découvrait quelque chose dans cette région-là. Je ferme un peu la parenthèse puisque là on est pour l'instant dans la prospective. L'intérêt c'est véritablement de se focaliser justement sur Chypre. Pourquoi? Parce que on va arriver dans justement, l'énergie catalyse bien les relations internationales, on va arriver dans cette question chypriote qui est non réglée, l'un des premiers, j'allais dire, grands conflits gelés qu'on peut voir plutôt justement en Europe orientale et dans les Balkans, avec une mission d'interposition de l'ONU, un État qui est non internationalement reconnu, qui est la République turque de Chypre Nord, non internationalement reconnu, il lui manque donc un certain nombre de droits pour réclamer des choses et notamment pour faire une demande de zone économique exclusive, ça c'est la première chose. Et en plus la Turquie, qui se trouve dans une situation très particulière sur la question du droit international maritime, puisque la Turquie fait partie des rares pays à ne pas avoir signé la Convention de Montego Bay. Donc finalement, à ne pas reconnaître juridiquement officiellement l'existence des zones économiques exclusives. Ce qui amène à une situation très paradoxale, avec la République de Chypre qui, elle, au contraire, s'insère finalement quelque part dans le canevas très traditionnel de ce droit international maritime, qui émet donc des permis d'exploration-production dans des zones qui sont internationalement reconnues pour elle, et de l'autre côté, la République turque de Chypre Nord, avec la Turquie qui finalement agit comme puissance tutélaire, qui réclame alors au titre d'un certain nombre d'analyses et de divisions qui finalement sont propres à la Turquie et à la République turque de Chypre Nord, j'allais dire un petit peu sa part potentielle du gâteau, et donc on se retrouve avec, et là c'est bien montré sur la carte de gauche, avec cette interpénétration entre les blocs d'exploration-production dont les enchères ont été émises par la République de Chypre, donc récupérées la plupart du temps par des grandes compagnies pétro-gazières internationales, puisqu'on a Total, Eni, ExxonMobil, on a le coréen Kogas aussi à l'intérieur. Et de l'autre côté, et là on est en ocre, les blocs d'exploration-production émis par la République turque de Chypre Nord, qui eux sont opérés par TPAO qui est la compagnie d'exploration-production appartenant à l'État turc. Et là, on se retrouve février 2018 avec une grande première dans l'histoire, au niveau du bloc 3, l'interception par la marine turque d'un navire de forage affrété par l'entreprise italienne Eni
au titre du fait que la marine turque considère que le bloc 3 appartient à TPAO, appartient à la République turque de Chypre Nord. Donc ça, c'est quand même une grande première dans l'histoire à ce moment-là, hein, l'utilisation d'un navire militaire contre un navire pétrolier, enfin, pétro-gazier pour le coup. Donc là, on est véritablement pour l'instant dans cette cristallisation des tensions, sachant que pour l'instant, on n'a pas de solution qui se dessine par rapport à ça, puisqu'on est véritablement sur la question beaucoup plus profonde de la reconnaissance de la République turque de Chypre Nord, des ambitions maritimes de la Turquie avec la théorie du Mavi Vatan, donc de la patrie bleue. Néanmoins, il pourrait éventuellement y avoir une porte de sortie par rapport à ça, qui est la découverte récente de champs gaziers par la Turquie, mais en mer Noire, dans une zone qui n'est pas contestée pour la Turquie, qui pourrait permettre éventuellement, alors là c'est un scénario que je dessine, sur lequel j'ai absolument aucune certitude, qui pourrait permettre éventuellement à la Turquie de sortir un peu de cet enjeu en fait de Méditerranée orientale par le haut, en disant que de toute façon TPAO, donc la compagnie pétro-gazière turque, n'a pas les moyens d'être présente sur tous les fronts et n'a pas les moyens de développer l'ensemble des ressources et de Méditerranée orientale et de mer Noire, et donc elle préfère se concentrer sur le champ de mer Noire, le champ de Tuna, sachant que ce champ-là a été annoncé comme étant mis en production opérationnelle en 2023, donc 2023 bien évidemment, date extrêmement symbolique pour la Turquie, le centenaire de la proclamation de la République, mais si on regarde ça au-delà de l'affichage politique et au-delà de l'annonce faite par le président Erdogan, il est bien évident que la mise en production aussi rapide d'un champ comme ça par une entreprise qui n'a pas l'habitude de le faire, c'est un défi technologique, mais surtout économique extrêmement important. Et si TPAO veut véritablement mettre le champ de Tuna en production pleine, au moins en bonne production en 2023, il va falloir se concentrer sur celui-là. Donc, est-ce que justement cette découverte très opportune permettra à la Turquie de sortir un petit peu par le haut de cet imbroglio de Méditerranée orientale qui, pour l'instant, tente à cristalliser contre la Turquie un peu tous les États de la région, voire au-delà de la région, puisqu'on a vu la position de la France par rapport à ça. Mystère, mais potentiellement, on va vers ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, j'ai beaucoup parlé de ces questions de ressources. Bon, les questions de ressources sont très importantes. On voit que, justement, grâce à ces découvertes de gaz assez récentes, on a des États qui deviennent des États potentiellement d'importants exportateurs. Quand on fait le ratio réserve sur consommation, ce qu'on appelle le R sur C, pour Chypre, pour Israël et même pour l'Égypte, on se rend compte qu'on a plusieurs décennies de réserve sur consommation. D'ailleurs, c'est très important pour voir et pour comprendre ce ratio-là, à quel titre ces ressources vont être exploitées soit en national, soit en exportation. On voit par exemple que quand on a des R sur C, c'est exprimé en année, c'est exprimé en année de production. Quand on a des R sur C qui dépassent très largement les 90 ans pour Israël et pour Chypre, là très clairement, on va être sur des modèles d'exportation. Pour l'Égypte, la consommation égyptienne de gaz est telle à l'heure actuelle à cause de l'évolution de la population, à la fois évolution socio-économique, mais évolution en quantité, que le champ de Zohr va très probablement plutôt, lui, être utilisé pour la consommation locale. On voit qu'on a un R sur C qui, lui, est d'à peu près 35 ans. Mais donc, cette question de la ressource est importante, mais cette question de la ressource, il faut la corréler justement à cet enjeu de l'exportation. Or, quand on regarde justement les systèmes d'exportation de la Méditerranée orientale, on se rend compte qu'ils sont relativement peu tournés vers la Méditerranée orientale elle-même, à l'exception notable de la Turquie et de l'Égypte. Enfin, l'Égypte, elle est un petit peu en vase clos à ce niveau-là, mais à l'exception de la Turquie. Et surtout que l'idée finalement de cette transition gazière de Méditerranée orientale, c'est un peu une transition gazière vers l'Europe. Et l'Europe au sens large, c'est-à-dire une Europe à la fois Union européenne, mais au-delà de l'Union européenne, puisqu'elle inclurait aussi les Balkans occidentaux. Pourquoi? Parce que depuis la fin de la décennie 2000, on est à la fois sur une croissance des besoins gaziers d'un certain nombre de pays européens, Europe centrale, Europe orientale, Europe balkanique,
notamment en remplacement du charbon, mais aussi sur une vision globale qui est la vision globale de l'Union européenne d'essayer de se passer, pas de se passer, mais en tous les cas de diminuer le plus possible la part de la Russie dans les importations gazières européennes. Or, le problème, c'est que diminuer la part de la Russie, c'est un équilibre relativement complexe pour la bonne et simple raison que déjà la Russie dispose d'un très bon écosystème de gazoducs pour justement arriver à exporter du gaz vers l'Europe, mais surtout que les ressources gazières intra-européennes, Pays-Bas, Royaume-Uni et Norvège, si on prend l'Europe comme continent et pas comme union, sont des ressources qui sont en train de s'épuiser. Donc ça veut dire que plus ça va aller et plus l'Europe va être dépendante à des fournisseurs extérieurs. Et donc maintenant, il faut choisir ses fournisseurs extérieurs. Donc soit on augmente cette dépendance à la Russie, mais c'est tout ce que la Commission européenne veut éviter, soit on va chercher d'autres ressources. Et pour aller chercher d'autres ressources, finalement, l'une des solutions et l'un des grands enjeux, c'est cette Méditerranée orientale. Donc on pourrait, et c'est ce qui devrait arriver, voir naître une connexion Méditerranée occidentale, Méditerranée orientale, qui dans le domaine de l'énergie, historiquement, existe relativement peu, autour de ces questions gazières. Tout ça, c'est sous-tendu par des enjeux infrastructurels très forts. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un petit peu le zoom sur cette région-là, mais on va dézoomer un petit peu juste après. L'idée, c'est de voir quoi? C'est de voir que la Turquie, elle dispose déjà d'une capacité d'envoyer du gaz, soit vers les Balkans orientaux, via le gazoduc Transbalkan, qui remonte par la Bulgarie, la Roumanie, etc., et qui amène du gaz jusqu'en Europe centrale et orientale, soit d'injecter du gaz vers la Grèce avec la possibilité à terme de développer des sous-branches gazières vers les Balkans occidentaux dont on a vu que leur demande gazière ne cessait d'augmenter. Donc, quelque part, si la Turquie réussit à être de plus en plus présente sur les ressources et à de plus en plus sanctuariser des ressources, que ce soit les ressources de Méditerranée orientale ou d'autres ressources, puisqu'on a un développement là aussi du réseau gazier turc plutôt vers l'est, mais ça, j'y reviendrai. Donc la Turquie se positionnerait comme étant l'acteur majoritaire et l'acteur principal de ce nouveau pont énergétique Méditerranée occidentale, Méditerranée orientale au travers du gaz, mais cette position lui est très fortement contestée par la Grèce, et par la Grèce au travers d'un certain nombre j'allais dire, de relations assez ténues que la Grèce peut entretenir avec certains pays, et notamment depuis 2015 de ce qu'on appelle le forum EastMed, donc qui réunit au départ la République de Chypre, la Grèce et l'Italie, et depuis quelques années aussi Israël, donc véritablement un espèce j'allais dire, de front un petit peu, et l'Égypte aussi d'ailleurs, depuis quelques temps, membre observateur, un front quelque part un petit peu anti-turc de Méditerranée orientale pour essayer là au contraire de positionner la Grèce plutôt comme étant le point de bascule et le lien principal entre Méditerranée occidentale et Méditerranée orientale. Et tout ça, c'est sous-tendu par des infrastructures qui sont soit financées par l'Union européenne, alors le gazoduc TANAP, ici, l'interconnecteur Grèce-Balkan entre, justement, pas Grèce-Balkan, Grèce-Bulgarie, l'interconnecteur Grèce-Bulgarie entre la Grèce et Bulgarie, le Transadriatic Pipeline entre la Grèce, l'Albanie et l'Italie du Sud, le gazoduc EastMed entre Chypre, peut-être un jour avec une extension jusqu'en Israël, la Crète, la Grèce continentale, et qui lui-même serait prolongé par un autre gazoduc Poséidon entre l'Italie et la Grèce. Donc tout ça, c'est ce que finance l'Union européenne. Et de l'autre côté, d'autres acteurs qui s'intéressent aussi justement à cette région-là, notamment la Russie. Mais ça, je vais en reparler avec le gazoduc Turkstream, alors qui aujourd'hui n'est plus un gazoduc en projet, puisqu'il est entré en fonction au début de l'année 2020. Donc, voilà. Si je prends une perspective finalement un peu plus large, on se rend compte que cette Méditerranée orientale, elle vient s'insérer dans un jeu gazier qui est beaucoup plus vaste, qui est justement ce jeu gazier pour la définition du nouveau hub gazier du sud-est européen. Le hub gazier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable pour un pays d'être à la fois une plaque tournante en termes de centralisation des ressources, avec à la fois
des gazoducs, on en a un petit peu parlé, mais je vais y revenir, avec des terminaux de regazéification de gaz naturel liquéfié pour faire venir du gaz, soit du golfe arabo-persique, soit du gaz algérien, soit même un gaz beaucoup plus lointain, hein, Nigeria, Trinidad et Tobago, éventuellement Amérique du Nord, des zones de stockage, enfin, du stockage souterrain, et quand on a la capacité en fait de centraliser sur son territoire toutes ces infrastructures-là, et notamment les infrastructures de stockage, va être aussi la plaque de trading justement de ce gaz et donc du futur approvisionnement gazier du sud-est européen, une fois de plus, contournant la Russie. Sauf que contourner la Russie, j'allais dire, c'est pas si facile que ça, parce que la Russie, elle a à la fois elle se sent contournée par ces questions de ressources méditerranéennes, mais elle est elle aussi présente dans le jeu turc au travers de deux gazoducs, Blue Stream, Turk Stream. Donc la Russie demeure l'un des principaux partenaires gaziers et le principal partenaire énergétique au sens large de la Turquie. Donc on ne peut pas tant évacuer la Russie que ça. Et puis la Russie, elle est aussi très présente dans le secteur énergétique grec. Donc là aussi, cette Méditerranée orientale, il faut aussi la lire dans un jeu d'influence entre l'Union européenne d'un côté et la Russie d'un autre côté, avec cet affrontement à plusieurs niveaux. Un affrontement gréco-turc, qui inclut aussi Chypre plutôt dans le camp de la Grèce, mais au-delà, donc, un affrontement, façon de parler, tout au moins, on va dire, une compétition très forte entre, d'un côté, la Russie et de l'autre, l'Union européenne voulant contourner la Russie voulant, bien entendu, éviter de se faire contourner. Et ça positionne cette Méditerranée orientale dans un système énergétique et gazier beaucoup plus global, qui va de l'Asie centrale et du Golfe arabo-persique jusqu'en Europe occidentale, en passant par la mer Noire. Donc là, on voit véritablement que justement ce projet de pont et ce projet finalement de lien qui, une fois de plus, énergétiquement n'existe pas trop entre Méditerranée occidentale et Méditerranée orientale, il porte là aussi des enjeux stratégiques extrêmement forts qui à la fois sont du domaine de l'énergie mais dépassent le domaine de l'énergie et qui à la fois sont du domaine méditerranéen mais dépassent là aussi très fortement le domaine méditerranéen. Et d'ailleurs, quand on regarde, finalement, on voit cette opposition, justement. Bon, là, je vous ai fait un petit peu la liste des projets, justement, entre la Grèce et la Turquie. Donc, ils coopèrent un petit peu, forcément, sur quelques projets. Donc, le double gazoduc TANAP-TAP, qui fait 16 milliards de mètres cubes depuis l'Azerbaïdjan jusqu'en Turquie, et puis qui, de la Turquie jusqu'en Italie, voit son volume divisé par deux, puisqu'il y a 8 milliards de mètres cubes qui sont réservés pour la consommation turque. L'interconnecteur Turquie-Grèce, donc qui est un petit interconnecteur qui n'est pas forcément un projet très très important, mais de regarder en Méditerranée orientale, donc le gazoduc Ismed dont on a parlé, il y avait eu un projet de gazoduc Israël-Turquie soutenu au départ par les États-Unis, mais dont les discussions sont au point mort depuis 2016 à cause des tensions extrêmement fortes entre Benyamin Netanyahou et Recep Erdogan, pour la bonne et simple raison que Recep Erdogan a qualifié Israël de pays le plus raciste et le plus fasciste de la planète. À partir de là, c'était un petit peu compliqué d'essayer de s'entendre sur ce type de projet. On voit que vers les Balkans, on a de la compétition vers les Balkans orientaux, hein, l'interconnecteur Grèce-Bulgarie d'un côté, de l'autre côté, le gazoduc Transbalkan, donc qui existe, qui aujourd'hui sert à approvisionner les Balkans depuis l'Ukraine en descendant. Mais maintenant, il existe aussi une voie dans ce gazoduc Transbalkan qui est une voie montante, et donc qui permet déjà en réalité, potentiellement d'approvisionner les Balkans orientaux depuis la Turquie. Donc il se connecte finalement aux gazoducs qui sont les gazoducs russes, et notamment le gazoduc Turk Stream, et là, il permet de contourner l'Ukraine en passant par le bas. La Grèce, il y a aussi ce fameux gazoduc Poséidon Grèce-Italie. Les terminaux GNL, à l'heure actuelle, le terminal de Revitusa en Grèce, qui est en cours d'extension, et le terminal d'Alexandroupolis en projet, financé par l'Union européenne, les 4 terminaux de gaz naturel liquéfié turcs, et les sites de stockage qui permettent justement en fait d'avoir une action sur les marchés en mettant du gaz sur le marché de manière plus ou moins importante quand les prix sont intéressants ou quand la demande est forte. Donc voilà, on voit que à peu près sur tous les items, on a une vraie rivalité entre les deux. Alors néanmoins, pour l'instant, j'ai beaucoup parlé d'hydrocarbures, mais dans cette question de transition énergétique méditerranéenne, il n'y a pas que ça, bien au contraire. On a le nucléaire notamment. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a un véritable intérêt renouvelé
pour le nucléaire depuis le milieu des années 2010. Sur la question de la dépendance énergétique, qui travaille beaucoup un certain nombre de pays, potentiellement sur des applications non immédiatement électriques. Là, on pense à l'Égypte, qui regarde un peu le modèle des pays du Golfe arabo-persique sur la question du couplage entre électricité d'origine nucléaire et dessalement de l'eau de mer. La centrale de El Deba en Égypte, elle doit partiellement servir justement à faire du dessalement, ce qui intéresse aussi par ricochet d'autres pays comme le Maroc ou l'Algérie, mais aussi et surtout la démonstration de puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde, vous êtes une puissance nucléaire civile, pour l'instant on parle de nucléaire civil exclusivement, une puissance nucléaire civile ou vous ne l'êtes pas. Et être une puissance nucléaire civile par rapport à des voisins qui ne le sont pas, c'est affirmer un niveau de développement et un niveau de puissance économique et diplomatique supplémentaire. Donc pour des pays qui ont une très forte aspiration à démontrer leur capacité de leadership régional, Turquie et Égypte, c'est justement quelque chose d'extrêmement important, ce développement nucléaire. On a aussi un intérêt de la part des pays du Maghreb, mais justement, la question qui se pose là, quel partenaire technologique, puisqu'il faut bien choisir un partenaire technologique spécifique pour la centrale, et surtout, et c'est là que j'allais dire le bas blesse, quel financement? On aurait pu penser que du fait qu'on ait une relation historique, là je me place du côté du Maghreb, qu'on ait une relation historique forte énergétiquement entre rive nord et rive sud, on aurait justement les pays européens, à commencer par la France, qui soient présents. Néanmoins, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes du développement du nucléaire, c'est la question du financement. Le souci, c'est que aujourd'hui, les acteurs européens ne sont pas en mesure d'adosser, ou sont très difficilement en mesure, on l'a vu par exemple sur le contrat au Royaume-Uni d'Hinkley Point, d'adosser leurs offres économiques à des offres de financement qui puissent apparaître satisfaisantes, ce qui fait que ça ouvre la voie à d'autres acteurs, ça ouvre la voie des acteurs extra-méditerranéens. Et bien l'acteur extra-méditerranéen qui aujourd'hui profite de ces volontés de développement, c'est très simple, il a un nom, il s'appelle la Russie, puisque la première centrale nucléaire de Turquie, la centrale d'Akuyu, c'est une centrale russe. D'ailleurs, la Russie forme l'ensemble des ingénieurs nucléaires de Turquie. La première centrale égyptienne d'El Deba, va être très probablement, pour l'instant les contrats ne sont pas encore signés de manière ferme, mais les discussions sont très avancées, une centrale nucléaire russe. Et les accords qui existent aujourd'hui pour le Maroc et l'Algérie sont des accords vis-à-vis de la Russie. Donc aujourd'hui, c'est la Russie qui, en tant que pays extra-méditerranéen, est en train de s'imposer comme le nouveau leader du nucléaire méditerranéen. Alors dans le nucléaire, on a un cas un petit peu particulier, qui est un cas unique au monde, quasiment, c'est Israël, parce que c'est le seul pays au monde qui maîtrise la technologie nucléaire militaire, mais qui n'a pas de programme nucléaire civil. Donc ça, c'est finalement le cas très très particulier là-dedans. Donc voilà, si je résume un peu sur les pays dotés ou intéressés par le nucléaire, qu'est-ce qu'on a? On a la France, technologie nationale, c'est de l'eau pressurisée, 54 tranches, 54 réacteurs. L'Espagne, c'est de la technologie américaine à l'origine, eau pressurisée aussi. De toute façon, aujourd'hui, vous trouverez quasiment plus que de l'eau pressurisée, de toute façon. Turquie, Égypte, centrale russe. Algérie, Maroc, potentiellement russe, et puis vous avez des situations qui sont pour le reste ambiguës, donc Israël avec son programme exclusivement militaire, l'Italie avec le moratoire depuis 1990 et l'arrêt des dernières centrales, moratoire qui a failli être levé en 2011, qui finalement ne l'a pas été pour des raisons politiques, et puis l'autre pays qui avait un programme nucléaire civil, c'était la Syrie, mais eu égard bien entendu à l'état de la Syrie aujourd'hui, il est bien évidemment hors de question de parler de quelconque programme nucléaire. Enfin, je vais passer un petit moment quand même, avec la question des énergies renouvelables, puisque finalement, la raréfaction des ressources, ou tout au moins la moindre disponibilité, on va dire, des ressources, que ce soit pour l'exportation ou même la consommation nationale, elle pousse à aller regarder de plus en plus vers de la production électrique non hydrocarbures. La plupart du temps, on a des systèmes électriques dans les pays de Méditerranée orientale, mais surtout de la zone maghrébine, qui sont semi-centralisés, avec des gros îlots de consommation qui correspondent aux principales villes. On a des systèmes, on va dire, de réseaux électriques qui sont que partiellement similaires au système de réseau électrique qu'on peut avoir en Europe. Donc pour les énergies renouvelables qui ont par essence une vision décentralisée, ça peut être quelque chose de très intéressant, parce que justement on peut penser non pas un grand réseau électrique national, mais on peut penser des isolats, des mini-réseaux, on peut penser parfois de la production en réseau, où là justement les énergies renouvelables peuvent avoir un intérêt beaucoup plus fort que des grosses unités de production type grosses centrales à gaz ou grosses centrales nucléaires. Pourquoi pas? Au contraire, c'est très intéressant. On a aussi de très importants gisements solaires et éoliens,
bien entendu là surtout au Maghreb, mais pas exclusivement, voire des gisements potentiels d'hydroélectricité selon les endroits, Turquie, Grèce, Égypte, par exemple, quand on prend un pays comme l'Albanie, sur lequel je parlais tout à l'heure pour le gaz, 94% de la production d'électricité de l'Albanie, c'est de l'hydroélectricité, parce que vous avez justement un gisement hydroélectrique en Albanie qui est à peu près équivalent à celui de la Norvège et qui donc est extrêmement intéressant. Mais là-dedans, pourquoi justement on va se trouver avec des situations assez disparates sur les énergies renouvelables? C'est la question du prix final de l'électricité dans un contexte économique on le pense pour notamment les pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures qui est très déprécié depuis 2014, et souvent un contexte politique tendu, voire incertain, voire très chaotique. Donc là aussi, comment assurer là-dedans un prix final de l'électricité majoritairement résidentiel, mais pas exclusivement, aussi un prix final de l'électricité pour les consommateurs professionnels, agriculture, industrie et services, qui soit un prix final de l'électricité soutenable, sachant que le prix de l'électricité et des énergies renouvelables est toujours beaucoup plus élevé que celui des centrales thermiques, voire dans certains cas celui des centrales nucléaires. Donc là, justement, cette question de la transition vers les renouvelables, elle pose véritablement cette question. Donc on a des situations contrastées, des réussites finalement assez intéressantes, Maroc, Égypte notamment avec pas mal d'hydro, pas mal de solaire, Israël, la Grèce, on voit qu'en Grèce, le volume d'électricité à base de charbon a été divisé par 3 en 10 ans. Mais on a aussi des pays où ça marche pas du tout, et justement là on va voir plutôt arriver les questions soit d'instabilité politique forte, soit les questions d'instabilité économique forte, soit les deux combinés. Bon, par exemple, quand on regarde le cas de l'Algérie, qui malheureusement est très représentatif, on avait en 2011 un objectif solaire annoncé en 2030 qui était de 13 gigawatts 5, donc extrêmement ambitieux. En réalité, aujourd'hui, quand on regarde la situation à l'instant T, on a à peine 344 mégawatts installés, donc finalement très 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 loin des objectifs annoncés, et une transition de l'Algérie vers le solaire qui aujourd'hui est toujours une transition qui reste sur le papier et qui reste véritablement hypothétique. Pourquoi aussi? Parce que le deuxième enjeu majeur là-dedans, qui rejoint un peu le premier finalement, c'est la question de la gouvernance du secteur, avec la plupart du temps dans tous ces pays-là, ça a été le cas aussi pour les pays d'Europe occidentale, vous avez des monopoles étatiques historiques très forts, qui la plupart du temps sont des opérateurs de grandes unités de production thermique, qui n'ont absolument aucune envie de voir arriver de nouveaux acteurs dans le jeu, qui n'ont pas forcément envie de voir arriver des systèmes à énergie renouvelable dans le mix électrique, donc qui font de la résistance. On voit par exemple au Maroc que l'un des éléments, en fait, pour lever justement ce verrou-là, ça a été de transférer la gestion des appels d'offres à une agence étatique indépendante, alors qu'auparavant, la gestion des appels d'offres pour les nouvelles centrales était gérée directement par l'opérateur historique étatique. Donc là, véritablement, il y a aussi un besoin de gouvernance du secteur, de réforme de la gouvernance pour aller justement vers quelque chose, je vais dire, de quelque part de plus vertueux, ou tout au moins qui permette véritablement d'embrayer cette question des énergies renouvelables. Alors cette question des énergies renouvelables, elle intéresse bien évidemment les pays qui sont ceux sur lesquels les énergies seraient installées, mais elle intéresse aussi les autres. Aujourd'hui, on est en train de se demander, on est en train de voir apparaître potentiellement une relance de Desertec. Alors Desertec, c'était un grand plan très pharaonique de la fin des années 2000 qui était poussé par l'Allemagne pour faire une interconnexion globale, en fait un anneau interconnecté électrique tout autour de la Méditerranée, avec des centrales solaires et un petit peu éoliennes, mais surtout solaires, dans les pays du Maghreb, et de l'électricité qui serait consommée majoritairement en Europe. Donc c'est évidemment quelque chose qui a totalement capoté, notamment au moment des printemps arabes, mais on voit aujourd'hui qu'on a, avec la relance de l'intérêt pour l'hydrogène, et ça je vais y revenir, potentiellement une relance de Desertec. Il y a des discussions Algérie-Allemagne qui sont en cours par rapport à ça. Donc là, on peut se poser la question de savoir si justement, finalement, le besoin d'hydrogène annoncé par un certain nombre de pays, d'hydrogène décarboné, s'entend, annoncé par un certain nombre de pays européens, ne va pas aussi potentiellement agir comme finalement une nouvelle relance de l'intérêt pour les énergies renouvelables dans un certain nombre de pays, plutôt de la rive sud méditerranéenne. Et là, je vais en terminer rapidement avec ça, c'est la question des interconnexions. Les interconnexions, c'est la manière dont on va relier justement ces trois sous-régions. À l'heure actuelle, elles sont toutes les trois assez cloisonnées. Historiquement, justement, on avait eu à la fin des années 2000 ces deux visions, une vision française, plan solaire méditerranéen, une vision allemande, Desertec. Les deux ont capoté.
L'Union européenne, juste avant les printemps arabes, sort une stratégie énergétique européenne en Méditerranée centrée sur le gaz, mais avec la promotion de ces interconnexions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit arriver dans la stratégie européenne de l'hydrogène en 2020? On voit ce qu'on appelle la 2x40 Electrolyzer Initiative, qui à la base est une initiative allemande, reprise dans la stratégie européenne, donc couplée une capacité de production d'hydrogène dans l'Union européenne avec une capacité extra-européenne, donc c'est ce dont je parlais, c'est cet éventuel nouveau DeserTech, puisqu'on parle de jusqu'à 30 gigawatts de production en Afrique du Nord. Donc ça, la question, c'est est-ce que l'Allemagne va enfin réussir à développer son influence en Afrique du Nord au travers de l'énergie? Finalement, on voit aujourd'hui un gros développement, ou tout au moins une grosse offensive diplomatico-économique de l'Allemagne, y compris au travers du fonds, du fonds de développement allemand qui s'appelle le GIZ, pour favoriser les entreprises allemandes. Étonnamment Siemens, bizarrement, qu'on voit arriver un peu quelque part dans les bagages du GIZ à chaque fois que celui-ci se propose de financer tel ou tel nouveau projet d'énergie renouvelable dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc ça, c'est sur les interconnexions. Donc c'était pour bien vous montrer qu'en fait, il y a bien là aussi dans les interconnexions électriques ces trois plaques. L'ENSOI, qui est la plaque européenne à laquelle la Turquie est associée, elle ne fait pas partie de l'ENSOI, mais est associée à l'ENSOI. Le COMELEC, qui réunit donc ces pays du Maghreb à l'exception de l'Égypte, et l'Égypte au contraire, qui elle est intégrée véritablement au système électrique, là aussi, du Proche-Orient Levant. Donc on voit bien aussi apparaître ces trois plaques qui là aussi sont véritablement la cristallisation de cette situation-là, avec la volonté aujourd'hui, la relance de la volonté d'interconnecter tout ça. Donc pour finir, l'idée c'est de regarder aussi, maintenant on va regarder beaucoup les États, finissons avec les acteurs. On voit justement que toutes ces transitions, ça peut être des opportunités pour des acteurs méditerranéens, très majoritairement européens bien entendu, finalement de se développer. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est assez contrastée. Oui, Enel, EDF Énergie Nouvelle, Engie et Siemens surtout se développent, mais ce qu'on voit surtout arriver, c'est la Russie dans le nucléaire, qui quelque part fait le carton plein régional, mais aussi et surtout la Chine dans les réseaux électriques, avec justement cette question de l'interconnexion, notamment l'interconnexion tout au long de l'Afrique du Nord, au travers de son organisme de promotion des réseaux qui s'appelle le GateCo, et aussi dans les énergies renouvelables, l'achat des 49% de l'entreprise saoudienne Aqua Power qui a permis à la Chine de mettre le pied au Maroc, Yingling Red Energy en Algérie, Power China qui se développe à peu près dans toute la région. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est justement, est-ce que cette dynamique historique de séparation entre Est et Ouest méditerranéen d'une part, et au contraire de liens forts entre Nord et Sud, va continuer à exister? On voit au contraire aujourd'hui se recomposer les liens de manière quasi opposée, une dissension des liens de plus en plus entre Nord et Sud, parce que justement le lien hydrocarbure est de moins en moins fort, et d'un autre côté, un lien Est-Ouest qui se structure de plus en plus, mais avec l'arrivée très forte des acteurs extra-européens et notamment Chine, Russie, qui finalement font de la Méditerranée en termes énergétiques, j'allais dire quasiment une région globale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il reste quelques minutes pour des questions et je propose de passer le micro aux gens qui sont dans l'amphi, qui pourront synthétiser à la fois les questions qui sont sur le chat et les questions qui sont dans la salle. Donc bonjour, Michael Lapras, je travaille à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Donc déjà merci pour cette présentation qui était très intéressante et très complète. Vous avez fait quand même un gros focus sur le gaz. Alors moi je pensais la transition énergétique comme une transition d'énergie décarbonée, donc pétrole, gaz, charbon, ou d'énergies polluantes telles que les incinérations, ou même les énergies un peu plus dangereuses telles que le nucléaire, plutôt pour aller vers des énergies plus propres, vers l'éolien, l'hydraulique et autres. J'ai l'impression que le gaz pour vous, et avec les nouveaux gisements qu'on a découverts, c'est la transition de certains pays, mais pas forcément la vision que l'Union européenne au niveau occidental plutôt a. Je voulais avoir une confirmation si c'est pour vous, c'est une transition, mais qui va devenir pérenne pour ces pays-là en fait. Alors, je vous le confirme. Alors déjà, c'est pas pour moi en fait. C'est pour les pays en question dont j'ai parlé. C'est-à-dire, c'est pas ma vision moi de ce qu'est la transition énergétique, mais c'est la vision de ces pays-là
Et pour une raison simple déjà, c'est que déjà le gaz c'est une énergie qui est plus propre que le charbon, plus propre que le pétrole quand on veut produire de l'électricité. Le gaz c'est moins de la moitié des émissions de CO2 du charbon. Bon, déjà c'est vraiment un pas en avant à ce niveau-là. Premièrement, et puis surtout deuxièmement, ça permet d'avoir un modèle économique qui est relativement proche du charbon en termes du coût final de l'électricité. Or, pour la plupart des pays de la rive sud et de la rive est de la Méditerranée, la question, elle est véritablement sur cette adéquation prix, avant tout. Nous, j'allais dire qu'on est quelque part un petit peu dans des problèmes de riches, c'est-à-dire que pour nous, le prix, finalement, c'est quelque chose de plutôt secondaire, alors que là-bas, c'est le driver principal. Donc, comment équilibrer une balance des prix avec une diminution des émissions de gaz à effet de serre? Le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire du gaz, très simplement. Donc, c'est pour ça que pour la plupart des pays extra-européens dont j'ai parlé, le gaz s'impose comme l'énergie de transition. C'est l'énergie de transition actuelle. Ça ne veut pas dire que dans 25 ans, ça sera toujours celle-là. Mais au moins à instant T, c'est là-dessus qu'on va. Donc, et au niveau, nous, de l'Union européenne, on favoriserait malgré tout de continuer à se fournir auprès de ces pays-là. En termes de gaz? Oui. Alors, ce sont des pays qui resteront très mineurs en termes de gaz. Ce qu'il faut voir, c'est même la Turquie, éventuellement. Même la Turquie avec les gisements ou éventuels, l'exploitation de nouveaux gisements ou autres. Ça resterait relativement faible parce que en fait, les infrastructures qui, à l'heure actuelle, sont planifiées pour approvisionner en gaz la Méditerranée orientale vers la Méditerranée occidentale, en gros, si je schématise à peu près tout ce qui serait possible et tout ce qui est dans les cartons, ça serait de l'ordre de 30 à 40 milliards de mètres cubes annuels. Il faut savoir que 30 à 40 milliards de mètres cubes annuels, si je prends l'hypothèse que Nord Stream 2 va se faire, de plus, je prends cette hypothèse-là en compte. Ce sera à peu près 10% de la capacité de fourniture de la Russie vers l'Europe aux alentours de 2025. Donc vous voyez qu'on sera quand même, et là c'est des capacités, ça ne veut pas dire que ça va être utilisé à volume maximal. Vous voyez qu'on va être quand même sur quelque chose d'assez secondaire par rapport à la Russie. Mais l'idée pour l'Union européenne, c'est de dire on ne veut pas dépendre exclusivement de la Russie. Il faut qu'on soit capable de panacher le plus possible nos fournisseurs, et dans ce cas-là, la Méditerranée orientale a un gros avantage, c'est qu'elle est juste à côté de l'Europe. D'accord, très bien, merci. Bonjour, Alain Moreau du CEA, du commissariat à l'énergie atomique. Je vous remercie pour votre présentation. On voit que vous êtes un passionné et c'est très intéressant. Merci beaucoup pour ça. On voit que la Turquie occupe une place importante dans le Médor, avec une volonté de s'imposer comme la puissance régionale, en fait. Du coup, ma question, c'est si vous étiez un auditeur de la 31e édition là, de la FMES, et si vous aviez des scénarios de prédiction à faire, est-ce que vous seriez plutôt sur un scénario où la Turquie laisse le bassin Léviathan et se concentre sur la mer Noire, et du coup ça permet en fait aux autres pays de pouvoir se partager en quelque sorte le gâteau, retrouver une certaine économie et donc du coup moins de conflits internes, moins de migration de personnes? Vous seriez plutôt sur un scénario où finalement on voit quand même que le président Erdogan veut vraiment l'affrontement, et on le voit dans l'actualité avec la France ou avec l'Europe d'une manière générale, où il veut vraiment devenir la puissance locale, veut son indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, et du coup continue les conflits au niveau du bassin méditerranéen. Donc moins d'économies pour le reste des pays, parce que finalement tout ça va prendre du temps et personne ne peut profiter de l'économie locale, et du coup vers des conflits, augmentation, accroissement des conflits, et puis perte d'économie au niveau des pays autour du bassin Médor. C'est une question qui est extrêmement complexe parce qu'elle a un brick des tas d'enjeux. Déjà, je pense que l'un des éléments qu'il va falloir prendre en compte, mais j'ai envie de dire ça c'est pour à peu près tous les enjeux internationaux possibles et imaginables, ça va être la position de l'administration Biden. Pourquoi? Parce que la position de l'administration Trump avait été sur cette question de la Méditerranée orientale extrêmement ambiguë, puisque c'était en 2018 de mémoire, c'était en juin 2018 si je dis pas n'importe quoi. Le secrétaire d'État américain avait reçu en fait les ministres des Affaires étrangères de tous les pays du consortium ISMED. Donc il avait quelque part reconnu finalement
l'acuité de ce projet ISMED, et donc quelque part on pouvait avoir l'impression qu'il donnait son imprimatur à ce projet-là. Sauf que quand on lit la déclaration finale de la rencontre, en fait, il y a une petite phrase qui est de dire « et les États-Unis considèrent qu'il est essentiel que les ressources chypriotes soient partagées à égalité pour les deux communautés ». Et finalement, ça a amené de l'eau au moulin de la position d'Erdogan, qui était de dire « moi, je suis la puissance tutélaire de Chypre Nord et de la communauté turque de Chypre Nord, et je m'assure que la communauté turque de Chypre Nord ne soit pas lésée par rapport à ça ». Donc la position de l'administration Biden, finalement, est-ce qu'elle va confirmer ça ou est-ce qu'elle va infirmer ça? Ça va être extrêmement important. Parce que pour l'instant, le soutien américain à la Turquie, puisque de facto c'est une forme de soutien quelque part, le soutien américain à la Turquie permettait jusqu'à présent à la Turquie de se positionner dans cet axe-là, finalement en jouant des muscles, en sachant qu'il ne se passerait pas grand-chose. Si demain on est sur une administration américaine qui du jour au lendemain lâche la Turquie en disant ce que vous faites est contraire au droit international, moi je fais appliquer le droit international maritime tel qu'il est et je veux pas savoir le reste, là on va se retrouver avec une Turquie qui va être isolée, pour une raison simple, c'est que bien entendu les Russes ne les suivront pas là-dedans, il y a une proximité très forte entre la Russie et Chypre, plus Chypre est très important pour la Russie pour le transit vers la Syrie, donc ils vont pas les laisser aller là-dedans. La Chine ne va pas les soutenir parce que la Chine ne voudra pas créer des tensions en Méditerranée, sachant que le passage méditerranéen pour la route maritime Belt and Road est extrêmement important là aussi. Donc s'il n'y a pas de soutien des Américains, la Turquie va se retrouver complètement isolée. Donc je pense que le game changer, à mon avis, il est là. Il est sur la position de l'administration Biden. Merci beaucoup. Je propose une dernière question, ou en tout cas peut-être de prendre deux questions pour pouvoir conclure, de façon à ce que on puisse libérer la ligne vers 20h. Voilà, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, que c'est l'Iran, et il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, enfin vous n'avez pas parlé de la Libye, qui vient sur le chat également en question. Y a-t-il un enjeu? Maintenant, peut-être que la salle a encore une question à poser. Alors sur l'Iran, en fait l'Iran n'est pas, l'Iran n'est pas présent en Méditerranée. J'essaie de retrouver, voir une carte. Voilà, l'Iran n'est pas présent en Méditerranée. En fait, si je remets ma carte, gazoduc, en fait, dont on se rend compte, c'est que l'Iran approvisionnait la Turquie. D'ailleurs, la Turquie faisait partie des 8 pays qui avaient obtenu en fait 6 mois de délai supplémentaire pour rompre avec l'Iran sur les approvisionnements en hydrocarbures. Ce que la Turquie a fait, d'ailleurs. Donc l'Iran, finalement, c'est pas sa zone de jeu, premièrement, et deuxièmement, sa voie d'exportation, c'était la Turquie. Aujourd'hui, cette voie d'exportation vers la Turquie est coupée. Donc, l'Iran a plutôt tendance à regarder la Méditerranée pour la rapatrier vers l'Est que de regarder, lui, s'étendre vers la Méditerranée, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à ça, mais le positionnement de l'Iran, à mon sens, énergétiquement parlant, en Syrie et au Liban, c'est plutôt l'Iran va fournir la Syrie et le Liban, que la Syrie et le Liban vont avoir des ressources que l'Iran exploitera. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Aujourd'hui, la Libye, on voit que c'est un enjeu extrêmement fort parce que déjà c'est un enjeu fort en termes, j'allais dire, stratégiques globaux, même si on va au-delà de l'énergie, puisqu'on voit bien que la Turquie, là aussi, on revient toujours à la Turquie, avec la théorie du Mavivatan, donc de la patrie bleue, veut établir finalement une ligne contiguë de zones maritimes entre la Libye et la Turquie. Donc véritablement, la Turquie regarde vers la Libye, mais la Libye, c'est aussi un acteur très important pour l'Italie dans sa fourniture de gaz et de pétrole, notamment au travers du gazoduc Green Stream. Donc c'est un acteur finalement, là aussi, qui se révèle important pour la rive nord, mais surtout la Libye, on se rend compte que c'est le point de connexion qui existera, si jamais connexion il doit y avoir, entre le Maghreb et le Proche-Orient. Parce qu'à l'heure actuelle, au-delà d'ailleurs du chaos libyen, on voit bien qu'on a une séparation très nette entre ce Maghreb qui s'arrête justement à cette frontière entre la Libye et l'Égypte qui historiquement regarde plutôt vers l'Est. Aujourd'hui, avec une Égypte qui veut se positionner là aussi comme finalement la puissance nord-africaine,
quelque part, l'Égypte, elle a aussi besoin de ramener la Libye dans son jeu, parce que c'est la Libye qui va lui servir à faire le pont vers le reste. Donc la Libye, c'est énergétiquement aussi, bien au-delà de ses ressources, parce qu'évidemment, il y a les ressources dont on ne parle pas, enfin, il faut dire, vu l'état des ressources et vu l'état des exploitations en Libye, c'est relativement difficile d'en parler aujourd'hui. Il y a véritablement cet enjeu, un peu quelque part, de regarder comment est-ce qu'on va saisir ce pion libyen qui est un peu le centre de gravité de l'interconnexion entre sud-ouest et est. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications et pour la passion avec laquelle vous présentez votre dossier. On se rend bien compte de l'importance de cet enjeu, on le sait tous, mais là, vous l'avez vraiment parfaitement bien illustré sur les enjeux de tension en Méditerranée et notamment cette différence nord-sud fondamentale qui a plutôt tendance à s'accroître, notamment lorsqu'on parle de l'énergie, mais c'était également le cas quand on parle d'autres sujets. Merci encore et merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée et rendez-vous à la prochaine conférence. Merci Monsieur Mazzucchi. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.